Le problème de la maltraitance animale nous touche en réalité bien plus largement et interroge notre modèle de civilisation, de production et de consommation. Elle concerne l'avenir de notre planète et de la biodiversité sans laquelle nous ne pouvons vivre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question du rapport à l'animal et de son bien-être est de plus en plus prégnante. Mieux informés sur les conditions de vie des animaux et les traitements qui leur sont infligés, les Françaises et les Français s'indignent car ils aiment les animaux. Et ils ont raison. Car l'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà, disait Victor Hugo. Et en réalité, nous n'en sommes pas encore à la question du bien-être animal. Nous n'en sommes qu'aux problématiques posées par la souffrance que nous infligeons aux animaux. Et entre absence de souffrance et bien-être, il y a tout un espace à conquérir. La majorité gouvernementale, qui a bien compris que le sujet a acquis une certaine importance dans notre société, nous soumet donc ce texte via une proposition de loi portée par ses parlementaires et votée en janvier dernier à l'Assemblée nationale, après avoir esquissé quelques pistes dans la loi Egalim 1. Ce texte portait certes des améliorations concernant le traitement des animaux domestiques. Il interdisait les delphinariums et les spectacles d'animaux sauvages, ainsi que les élevages de visons. On ne peut qu'approuver ces améliorations et déplorer quelques reculs et les dérogations décidées ici au Sénat en commission, même si je dois avouer que sur d'autres parties du texte, le texte a été enrichi notamment par le travail de Madame la rapporteure. Et comme souvent, on ne peut que déplorer la timidité et le manque d'ambition des améliorations proposées, leur lenteur à être mise en œuvre avec des délais parfois incompréhensibles. Comme s'il fallait tester sans cesse, tâter le terrain, sans jamais s'aventurer dans le territoire de l'audace des vraies avancées sociétales. Car il s'agit bel et bien d'un sujet sociétal, je dirais même, voire social. La souffrance infligée aux animaux étant le miroir de la violence qui traverse notre société. Ce texte s'approche du seuil, mais ne le franchit pas. D'une part, ce texte ne se préoccupe que des animaux domestiques et de certains animaux sauvages. C'est déjà quelque chose, me dira-t-on. Mais alors même que l'intitulé original, là aussi modifié par la commission, j'y reviendrai au cours des débats, annonçait la lutte contre la maltraitance animale avec l'emploi du singulier, qui suppose le général. Toute une catégorie d'animaux est absente, rayée du champ de vision. Les animaux d'élevage intensif, par exemple. Pourquoi ? Je crois qu'il y a là plusieurs raisons. En premier lieu, parce que personne n'aime à contempler les affres de la cruauté humaine, et parce qu'on a tout fait pour que celle-ci demeure bien éloignée et cachée. Ensuite, parce que la majorité gouvernementale, dans sa vision gestionnaire et utilitariste, pense par secteur et par catégorie. Cela simplifie sans nul doute le travail intellectuel, dérouté peut-être par la complexité du monde, mais cela conduit aussi aux raccourcis, aux amalgames et à une déconnexion de plus en plus marquée. Surtout, cela conduit à diviser, un processus que la majorité gouvernementale semble apprécier et décliner. Les Françaises et les Français, ceux qui sont premiers de cordée et les autres qui ne sont rien. Ceux qui travaillent et ceux qui toucheraient des allocations pour acheter des écrans plats. Et à présent, voilà qu'elle divise les espèces animales. C'est logique, me direz-vous. Mais en divisant, on hiérarchise. Certaines catégories deviennent plus importantes que d'autres. Pourtant, les animaux d'élevage intensif, au-delà de leur situation, subissent aussi parfois des actes de cruauté. Certains animaux mériteraient donc qu'on les protège de la maltraitance et d'autres non. Et bien sûr se pose la question du modèle de l'élevage intensif, soigneusement caché à notre vue, afin que nous ne nous offusquions pas de ces systèmes inhumains. Comment en sommes-nous arrivés à considérer que des êtres vivants et sensibles, capables de ressentir la douleur physique comme la souffrance psychique, ne mériteraient pas un traitement digne ? Comment avons-nous pu organiser et systématiser de tels traitements au nom du marché et du profit, en oubliant la nécessité de garantir une alimentation saine et durable à nos concitoyens, de garantir le bien-être à nos animaux, mais aussi aux personnes qui y travaillent. Je pense en particulier aux salariés des abattoirs qui subissent eux aussi la violence des cadences infernales et la déshumanisation de leur travail. Au fond, ce débat éthique sur la maltraitance animale devrait nous faire réfléchir à notre définition de l'espèce humaine. Car le problème de la maltraitance animale
nous touche en réalité bien plus largement et interroge notre modèle de civilisation, de production et de consommation. Elle concerne l'avenir de notre planète et de la biodiversité sans laquelle nous ne pouvons vivre. Pour conclure, elle interroge aussi notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Et je pense à Pythagore qui, au 5e siècle avant notre ère, déjà affirmait: aussi longtemps que les hommes massacreront des animaux, ils s'entretueront. En effet, celui qui sème les graines du meurtre et de la souffrance ne peut pas récolter la joie et l'amour. En somme, nous avons l'arrogance de la supériorité que nous nous attribuons, mais pas le sens des responsabilités qui devraient l'accompagner. Ce débat nous place face à un défi d'humanité qu'il nous faut co-construire ensemble pour le bien de toutes et tous et de tous les vivants. Je vous remercie.